Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve comme promis avec une vidéo un peu différente que celle que vous avez eu l'habitude de voir sur notre chaîne. En effet, nous ne sommes pas à l'extérieur pour vous présenter un lieu, mais nous sommes chez moi, dans mon salon, et je vais vous parler d'un personnage qui a marqué l'histoire criminelle de Niort. Alors petit avertissement avant de commencer, si vous êtes très sensible, cette vidéo n'est peut-être pas pour vous car certains détails vont être plutôt durs à entendre. De même, mieux vaut sans doute éviter de manger en m'écoutant. Voilà, ceci étant dit, installez-vous confortablement, je vais vous raconter l'horrible crime de Marseille Sabourin. Nous sommes le 12 août 1893 et il fait très chaud ce jour-là. Eugène Blin, un journalier, c'est-à-dire un ouvrier agricole qui est payé à la journée, est envoyé par son patron pour accomplir un travail dans une carrière au lieu-dit le fief des Justices à Sainte-Pezaine. Eugène arrive, prêt à accomplir son travail, sauf qu'il est aussitôt assailli par une odeur horrible qui lui prend au nez. L'odeur est tellement pestilentielle qu'il ne peut pas commencer à travailler, mais qu'il décide de plutôt chercher la provenance de la puanteur. Et il n'aura pas à chercher bien longtemps Eugène, car là, sous un tas de pierres et de résidus de paille et de maïs, qui ont été mis là comme pour cacher quelque chose, il aperçoit un pied humain qui dépasse. Apeuré, Eugène s'enfuit et il court chercher la police. Il fait déjà presque complètement nuit lorsque Eugène revient dans la carrière accompagné de 3 policiers et d'un ouvrier qui est chargé de déblayer les pierres sur ce qui recouvre certainement un corps humain. Une fois les gravats dégagés, il constate qu'il s'agit bien d'un cadavre et que c'est certainement celui d'une femme. Je dis bien certainement parce que ce qu'ils ont devant les yeux, c'est une vision absolument atroce. Le corps de cette femme a en effet un trou béant dans le crâne, elle a été éventrée et comble de l'horreur, un chiffon a été introduit dans l'ouverture pour empêcher les viscères de sortir. Les policiers découvrent aussi sur le corps une photographie d'une jeune femme qui est en vêtements de communion et sur laquelle il est écrit « Hélène Sabourin ». Là, le brigadier, il se souvient qu'en se dirigeant vers Sainte-Pezaine tout à l'heure, il a croisé un adjoint de la commune qui lui a parlé d'un certain Marseille Sabourin qui cherchait sa sœur. Il l'aurait signalé il y a quelques jours en fait. Plus besoin de le chercher bien loin, sa sœur, hein, parce c'est certainement elle qui est là devant eux et elle est morte. Donc reste à savoir qui a pu commettre un crime aussi atroce. Et là, le brigadier, il a bien une intuition, hein. Et il décide aussitôt d'aller prévenir le frère, donc ce Marseille Sabourin, déjà parce qu'il faut l'avertir qu'on a retrouvé sa sœur et qu'elle n'est plus en vie, mais aussi parce que il va l'interroger, on ne sait jamais. Le brigadier retrouve donc le fameux Marseille Sabourin qui est attablé chez son patron au Pontrot. Et il constate aussitôt que Sabourin, il change d'attitude quand il le voit. Il tente alors un coup de bluff et il lui annonce « Votre sœur ne s'est pas enfuie comme vous l'avez prétendu. Nous venons de découvrir son cadavre et c'est vous qui l'avez assassinée. » La réaction de Sabourin laisse assez peu de doute à sa culpabilité et il est immédiatement emmené à la prison de Niort. On retrouve d'ailleurs chez lui les restes de la robe de la pauvre Hélène ainsi que sa malle, mais pour autant Sabourin, il n'avoue pas tout de suite son crime. En effet, le lendemain de son arrestation, il est emmené à l'endroit où sa sœur a été découverte et le corps s'y trouve toujours. Au début, Marseille, il prétend ne pas reconnaître sa sœur. Bon, il faut admettre qu'entre la chaleur et l'état du cadavre, ça doit être assez compliqué de la reconnaître, hein. Mais alors que le temps passe, Sabourin finira par déclarer « C'est bien ma sœur, je l'ai tuée en la frappant à la tête à l'aide d'une masse. » On tient donc bien le coupable, mais reste à savoir pourquoi cet homme a commis cet acte aussi atroce et qui plus est sur sa sœur. Alors on va remonter un peu dans le temps pour essayer de comprendre qui est cet homme, qui est ce Marseille Sabourin, qui est capable d'un crime aussi monstrueux donc. Hein. Marseille Sabourin, il vient d'une famille qui est très pauvre et où le vol et la violence faisaient partie du quotidien en fait. Hein. Dès son enfance, il partait en maraude avec son père, c'est-à-dire qu'il pratiquait le vol de fruits et de légumes dans les jardins et le braconnage, hein, tout simplement.
Et vers l'âge de 13 ans, il est pris en flagrant délit de vol de 2 sacs de noix à un certain monsieur Lauzon, et il est condamné à 5 ans dans la colonie de Tesson. Alors la colonie de Tesson, c'est une colonie pénitentiaire agricole qui a été construite en 1873 et qui restera ouverte pendant 9 ans. Elle se trouve sur la commune de Prissé en Deux-Sèvres et c'est un établissement qui recueille les pauvres garçons orphelins et les délinquants. Alors les colonies pénitentiaires agricoles, elles existent depuis 1839 en fait, et ce sont des maisons de correction pour mineurs, simplement. À cette époque, on pensait qu'en sortant la mauvaise graine de la ville et de son milieu familial, et en lui fournissant une éducation religieuse, morale, une instruction scolaire et une formation professionnelle, on allait la remettre dans le droit chemin. Sur le papier, c'était innovant et peut-être plein de bonnes intentions, mais dans la réalité, c'était juste des bagnes pour enfants. La vie y était très dure, comme on peut se douter. Les enfants ne faisaient que travailler, ils mangeaient très mal, l'éducation était inexistante. Un certain nombre d'entre eux y meurent de maladie, et d'autres tentent de s'enfuir, mais ils sont poursuivis comme de simples fugitifs. Finalement, n'était mis en place dans ces colonies qu'une forte violence disciplinaire, et la colonie de Tesson n'avait été fondée que dans le but de toucher les subventions de l'État et de faire travailler une main-d'œuvre très bon marché. Les photos que vous pouvez voir sont celles de la colonie de Métré en Indre-et-Loire, mais ça vous donnera une idée des conditions de vie dans ce type d'établissement. Pour en revenir à Marseille-Sabourin, on peut dire qu'il aura durement payé ce vol de 2 sacs de noix. Et la vie dans la colonie n'aura sans doute fait qu'encourager les pratiques qu'elle était censée corriger. Parce qu'en effet, les jeunes prisonniers des colonies étaient connus quand même pour piller les villages alentours. Et il régnait entre les enfants et avec les gardiens donc une grande violence. Et une rumeur dit même que le gardien Lemellois, retrouvé mort dans la forêt de Chizé le 6 avril 1875, pourrait avoir été tué par Sabourin. À 18 ans, Marseille sort du bagne et il part faire son service militaire. Il est donc une fois de plus plongé dans un milieu exclusivement masculin. Et sans doute assez rude, évidemment. À 24 ans, il se retrouve enfin libre et il s'installe à Fressines. Le jeune Marseille, qui n'avait jamais côtoyé de femme depuis ses 13 ans, il a comme un grand bouleversement à ce moment-là. Mais malheureusement pour la gente féminine, le seul moyen de communication qu'il connaît, c'est la violence. On s'en doute un peu. D'ailleurs, le 13 août 1885, c'est une jeune bergère de 13 ans qui en fera les frais. Son corps est retrouvé caché sous une haie, elle a été violée et elle a le nez écrasé par une pierre et elle a un fouet autour du cou. Il se trouve que Marseille Sabourin travaillait dans un champ à 200 mètres de là et qu'il s'est retrouvé un moment seul cette journée du drame. Il sera bien évidemment arrêté mais relâché faute de preuves, bien que ses propos soient plutôt incohérents et contradictoires. Mais il niera quand même le crime jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, il faut admettre qu'il est drôlement suspect, Marseille Sabourin, surtout quand on sait ce qu'il sera capable de faire à sa propre sœur quelques années après. Après cette histoire, Sabourin quitte Fressines et devient domestique à différents endroits. En 1892, il s'installe dans une cabane à Sainte-Pezaine et il devient de plus en plus instable psychologiquement parlant. Ses employeurs ne le gardent pas parce qu'il est colérique, il menace les gens autour de lui, il frappe les enfants qu'il croise et surtout, il fait peur aux jeunes femmes et aux fillettes parce qu'il a des attitudes complètement inconvenantes. Il se retrouve donc sans travail et tout le monde le fuit, tout le monde, sauf sa jeune sœur Hélène, qui, bien mal lui en a pris, accepte d'être hébergée par son frère après qu'elle fut hospitalisée pour des problèmes de santé. C'est lui qui insiste en fait, et on devine qu'il essaie de profiter d'elle, aussi bien sur le plan physique, mais aussi sur le plan financier, car Hélène, qui a 24 ans, est très différente de son frère. C'est une jeune femme honnête et travailleuse qui a un petit peu d'argent de côté. Les premiers jours, tout se passe bien, et Hélène
accepte de rester un peu plus longtemps. Sauf que rapidement, elle se voit obligée de refuser les assauts répétés de Marseille. Elle doit se cacher pour s'habiller, et la nuit, elle a certainement beaucoup de mal à fermer l'œil, de crainte que son frère ne la rejoigne dans son lit. Elle s'en confiera à une amie et lui parlera de sa décision de partir pour Paris. Sauf que Marseille ne souhaite surtout pas qu'elle parte. Parce que si elle le quitte, il n'aura ni sa sœur ni l'argent, et ça le met dans tous ses états. Un matin, alors qu'il voit que la malle de la jeune femme est prête, il se jette sur Hélène, qui se débat. Pour pouvoir arriver à ses fins, il doit l'immobiliser. Il attrape alors une masse et lui abat sur la tête. Elle s'écroule morte. L'horreur ne s'arrête pas là, car une fois que Sabourin a fait son affaire et a violé sa sœur, il prend un couteau, il le plonge dans le sexe de la jeune femme et le fait remonter jusqu'au nombril. Ce grand malade lui sectionne ensuite, je cite, l'utérus et la matrice, et glisse dans son ventre béant une photo d'elle. La nuit arrivée, Marseille songe à se débarrasser du corps d'Hélène. N'ayant que ses bras pour la porter, il ne peut la déplacer bien loin. Il la dépose donc dans la carrière abandonnée, au lieu dit le fief des justices, où le corps est retrouvé quelques jours plus tard. Il fait ensuite un peu de ménage dans sa cabane, il décide de faire comme si sa sœur était partie, et c'est pour cela que le lendemain, en rencontrant un voisin, il lui dit qu'il ne sait pas où est sa sœur et qu'il la cherche. Il ira s'en plaindre à d'autres personnes encore, jusqu'à ce que le cadavre de la pauvre Hélène soit découvert quelques jours plus tard. C'est le 15 décembre 1893 que s'ouvre le procès de Sabourin. Il y aura beaucoup d'effervescence autour de cette affaire et tout le monde veut voir le monstre, car désormais c'est le statut de Marseille Sabourin, il est considéré comme un monstre. Mais finalement, physiquement parlant, c'est un peu une déception, car l'homme est assez ordinaire, de corpulence plutôt maigre, et il pleure. Bref, il ne ressemble pas vraiment à un monstre. Je vais vous lire un extrait de l'exposé que fait le médecin au juré ce jour-là à propos de l'autopsie d'Hélène. On n'était presque plus en présence d'un corps humain. Le crâne portait sur le côté gauche une ouverture profonde et large, à y mettre le poing, qui avait dû être produite par un coup violent porté avec un instrument contendant d'un grand poids. Au ventre, une large et profonde entaille avait été pratiquée avec une lame très tranchante, et d'une main très assurée, cette entaille partait du pubis, suivait la ligne médiane de l'abdomen et se terminait dans les parages de l'ombilic. L'exploration des organes portant de nombreuses traces d'incision révéla l'ablation complète de l'utérus qui avait été séparé des ligaments voisins par des sections vives. La mort a été certainement donnée par la fracture du crâne. Les nombreuses incisions constatées dans la partie inférieure du tronc ont été pratiquées ultérieurement. À la question « Pourquoi avez-vous ensuite profané le cadavre ?», Marseille répondra « Je voulais savoir comment les femmes étaient faites », ce qui laisse assez songeur à propos de l'état mental de cet homme. 25 personnes défileront à la barre et confirmeront l'attitude dangereuse et violente de Sabourin, ainsi que son besoin d'argent. Bref, son sort est scellé et un peu après minuit, les jurés présentent leur verdict. Sans surprise, l'accusé est reconnu coupable d'attentat à la pudeur, de meurtre prémédité et de vol. Il est donc condamné à mort. Le bourreau Louis-Antonin Stanislas Drebler arrive en gare de Niort le 15 février 1894. C'est un événement national dans la presse et beaucoup de curieux essaient même de l'apercevoir. C'est à 7h10 du matin, le 16 février 1894, que Marseille Sabourin est emmené place de la Brèche, où la guillotine a été installée. Il y a foule ce jour-là pour assister à l'exécution et quelques secondes après, la tête est coupée. On retrouve un rapport de l'autopsie de la tête de Sabourin dans les archives d'anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie normale et pathologique datant de 1894.
On a fait une autopsie de la tête de Marseille Sabourin, en fait, parce qu'à cette époque, il y avait une théorie très en vogue qui stipulait que la criminalité était expliquée par des prédispositions innées et qu'on pouvait en retrouver les traces dans certains traits physiques, comme la forme du crâne, la taille de la mâchoire ou encore le poids du cerveau. Alors apparemment, notre cher Marseille cochait bien plusieurs cases et il ne pouvait donc pas échapper à sa condition de criminel. Toutefois, il y a un certain docteur Bélanger qui soulève l'idée que si le cerveau de Marseille Sabourin présentait bien des anomalies, le fait qu'il n'ait connu aucune culture capable de le modifier et d'en combattre les instincts de nature originellement perverses rendait Sabourin fort dangereux pour la société. On tendait donc là déjà vers une approche beaucoup plus sociologique, mais on peut en effet se demander si les crimes de cet homme auraient pu être évités. Car comme le dit Olivier Goudot dans son ouvrage Les grandes affaires criminelles en Deux-Sèvres, l'exécution de Marseille Sabourin constitue une preuve flagrante de la défaillance du système éducatif, de la justice et de la société tout entière. Je vais vous laisser sur cette réflexion, mais avant de vous quitter, je vais vous présenter les deux des ouvrages qui m'ont aidé à me plonger dans cette macabre affaire. Alors tout d'abord, le livre de Olivier Goudot que je viens de vous citer, Les grandes affaires criminelles en Deux-Sèvres, 1811-1939, chez Geste Éditions, ainsi que le roman de Viviane Janoin-Benanti, Le meurtrier du mois d'août, aux éditions Cheminement. Alors attention, ce n'est pas du tout une autobiographie, c'est vraiment un roman, mais on y retrouve les éléments que je vous ai racontés. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous dire si ce type de contenu vous a plu, je serais ravie de renouveler l'expérience. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de commenter, de partager. Vraiment, ça nous donne un coup de main pour être mieux référencés. Et puis, je vous dis à très vite sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Bonne journée à tous!